juste quelques éléments très brefs. Donc, vous vous souvenez sans doute qu'au mois d'octobre dernier, l'Union européenne a pris des engagements importants en renouvelant son paquet énergie-climat. Donc, a pris de nouveaux objectifs pour l'année 2030 avec une volonté de réduire ses émissions de 40% par rapport aux valeurs de 1990. Et les autres objectifs, donc 27% de renouvelables dans le mix énergétique et augmentation de l'efficacité énergétique de 27% également. Donc, consensus qui n'a pas été facile d'établir, mais en tout cas, c'est une position que l'on qualifie d'ambitieuse pour l'Union européenne. Donc, premier signal positif à la fin du mois d'octobre, le 24, je crois, qui a été suivi dès le 12 novembre d'un accord finalement qui arrive sans que personne ne l'ait vu véritablement venir. L'accord donc entre la Chine et les États-Unis. Accord qui portait sur la réduction pour les États-Unis de 26 à 28% de leurs émissions de gaz à effet de serre à horizon 2025 par rapport aux chiffres de 2005, et donc un engagement chinois. Alors là aussi, il y aurait certainement beaucoup de choses à en dire, mais en tout cas un engagement d'infléchir la courbe des émissions autour de 2030, pour reprendre la formule qui a été citée. Donc, engagement, signal positif, engagement ambitieux ou non, là aussi on pourra en discuter, mais en tout cas, pour la première fois, les deux principaux émetteurs prennent des positions intéressantes sur la scène internationale, notamment en vue peut-être de stimuler un petit peu les négociations. Alors, stimuli certes mince, mais qui a quand même eu un impact juste après, puisque nous avions dans le calendrier la conférence des donateurs pour le Fonds vert pour le climat, qui s'est tenue, je crois, les 19 et 20 novembre à Berlin. Et là, il y a eu effectivement un petit peu de mouvement. Alors, vous savez qu'on parle comme montant de ce fonds vert 100 milliards de dollars. Nous en sommes encore loin, puisque la barre des 10 milliards vient d'être franchie donc, à Lima. Nous étions juste en dessous à 9,3 milliards selon mes souvenirs au moment de la conférence des donateurs, chiffre qui a été légèrement rehaussé suite à une annonce de l'Espagne aussi de participer. Donc la barre des 10 milliards a été atteinte. Donc voilà, trois signaux plutôt positifs qui, donc, sans déclencher un fol enthousiasme, en tout cas permettaient d'entrevoir peut-être ces négociations à la COP20 comme un peu plus productives. Je crois que ça ne s'est pas exactement passé comme on l'imaginait. Alors ce soir, c'est sur cela que nous allons revenir en particulier, puisque nous avons la chance d'avoir à nos côtés seulement Bettina Laville, mais qui était présente durant la COP20 et qui a pu assister à l'ensemble des discours, qui pourra donc, en tant que témoin privilégié et fine connaisseuse de ces sommets internationaux, puisqu'elle est fréquente depuis plusieurs années, donc elle pourra vous rendre compte de son expérience et de son témoignage au cours de ces quelques jours de négociations, et notamment pour revenir un petit peu sur le bilan et sur les perspectives qui s'ouvrent ou pas, ou qui se referment. Peut-être là aussi nous aurons l'occasion d'en débattre entre nous, par rapport à cette ambition d'arriver à un accord global juridiquement contraignant l'année prochaine, avec toujours cette idée d'atteindre l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés, qui est contesté, contestable, discuté, avec des stratégies, en tout cas des affrontements et des oppositions des pays développés et en développement que l'on a revu ressurgir à l'occasion des négociations à la COP à Lima. Donc revenir un petit peu sur l'ensemble de ces questions à travers bien sûr une première intervention un petit peu bilan. Je te laisse l'orienter comme tu le souhaites, Bettina, pendant quelques minutes, et bien sûr après nous livrerons au jeu traditionnel des questions-réponses, en vous remerciant encore une fois d'avoir patienté et d'être venus si nombreux malgré cette météo peu clémente et des conditions difficiles. Bettina, je te laisse la parole. Merci Bastien. Ça va? Merci Bastien, ça va mieux. Écoutez, oui, alors je vous fais le monde, je m'en excuse auprès de Bastien parce que je n'avais pas lu l'interview de Fabius dans Le Monde, qui manifestement est, je crois, tombé de haut pendant cette dernière semaine. Il faut dire que toute sa délégation lui parlait d'optimisme, que tout allait bien. Je ne sais pas si vous avez lu toutes les déclarations d'un grand optimisme depuis le sommet de New York. On va y revenir. J'ai un témoin, Bastien sait que j'étais un peu plus réservée, mais je n'étais quand même pas,
j'attendais quand même pas à ce point cette semaine. Alors, d'abord, bon, comme Bastien l'a dit très gentiment, je suis ces négociations depuis plusieurs années, c'est-à-dire finalement depuis 1990. 90, la conférence de La Haye, où, janvier 90, où Mitterrand et Rocard avaient invité la planète pour parler du réchauffement, et puis surtout j'étais la négociatrice donc, de 92 au nom du Premier ministre à la conférence de Rio. Depuis, je suis allée à peu près à toutes, sauf 2003. Et alors, Monique Barbu, je regrette vraiment qu'elle ne soit pas là parce qu'elle a autant d'amis derrière elle. Maintenant, elle est à l'ONU elle-même, elle est secrétaire d'une convention de l'ONU sur la désertification, mais elle a été secrétaire générale du Fonds pour l'environnement mondial et on s'est vu pas mal pendant la conférence. On partage totalement la même conviction et le même regret, enfin la même constatation. Nous sommes à la fin d'un processus, c'est clair. Oui, je sais, tu le dis depuis longtemps, toi aussi. Voilà. Nous sommes à la fin d'un processus et je suis frappée que Fabius, alors j'ai pas lu l'intervention, enfin j'ai lu en diagonale comme on dit, mais je suis frappée du fait que Fabius dise nous n'allons pas changer de processus au milieu du gué, donc ça veut dire qu'il a exactement le même sentiment, si vous voulez. Alors pourquoi on est à la fin d'un processus? À mon avis, pour plusieurs raisons. Très très passionnantes d'ailleurs sur le plan des rapports entre la science et la politique finalement. Hein. Je crois que je ne sais pas ce qui va se passer dans ce siècle, même si j'en ai une petite idée quand même, comme tout le monde, sur ce sujet, hein, sur les autres, j'en sais point. Mais sur ce sujet, mais je crois qu'on lira ça comme des rapports de la science et de la politique. Nous avons d'ailleurs fait, il y a 4-5 mois, une réunion avec Jean Jouzel, qui est venu ici vous exposer le 5e rapport du GIEC. Que dit, si on résume, le 5e rapport du GIEC? Il dit, premièrement, ça se réchauffe et c'est d'origine humaine à 93%, si c'est bon. Deuxièmement, c'est un réchauffement qui a des conséquences dont on connaît certaines, mais dont on ne connaît pas l'ampleur d'autres, en particulier sur le plan des effets de l'élévation de la température par rapport aux océans. Et troisièmement, le 2 degrés, maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés pendant le siècle, qui était le socle du protocole de Kyoto, devient impossible si on ne commence pas tout de suite. Alors, si on ne commence pas tout de suite, ça ne veut pas dire, comme d'habitude depuis 20 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à partir de 2050, à partir de 2040, à partir de 2025, etc. Ça veut dire tout de suite. Bon. Le premier échec de cette conférence de Lima, c'est qu'il n'y a rien, et ce qui s'appelle rien, de maintenant à 2020. Ça, c'était un signe très important, si vous voulez, parce que en 2020, le protocole de Kyoto est terminé. Copenhague et les conférences d'après, en particulier d'Urban, avec la plateforme de Durban, a essayé de tricoter, si vous voulez, une espèce de prolongement de Kyoto. Mais là, finalement, tout le monde est livré à lui-même, c'est-à-dire que sur le plan, attention, sur le plan de la convention, c'est-à-dire sur le plan d'un traité international, il n'y a pas de mesure. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que le GIEC disait aussi? Le GIEC disait que tout ça, enfin, tout ce réchauffement allait de plus en plus vite, si vous voulez. Et là, il faut bien dire que quand on regarde l'histoire depuis à peu près 6 mois, c'est vrai, il s'est passé des signes positifs. Pour reprendre le mot à la mode, vous avez remarqué en ce moment que l'agenda est positif, tout est positif en ce moment. Alors les signes positifs, c'est quand même avant tout le sommet de Ban Ki-moon à New York. D'une part parce que les chefs d'État sont venus, hein, alors pas le chinois, mais enfin, un dirigeant important chinois, ils sont venus et alors évidemment ils ne se sont pas engagés sur des choses précises et je pense que la confusion a été, c'est pas parce que les chefs d'État viennent faire des discours à l'ONU qu'ils prennent des décisions, premièrement, et deuxièmement, encore plus, qu'ils prennent des décisions ensemble, si vous voulez. Donc, autrement dit,
unis par un lien contractuel quelconque. Mais il y avait un mouvement. Ce qui a été très important au sommet de Ban Ki-moon, ça a été, alors quand même, la présence du chef d'État dans une réunion intermédiaire. C'est-à-dire, pas à Paris, ils ne se sont pas vus, les chefs d'État, entre eux, pour la Convention depuis Copenhague. Hein. Et normalement, ils vont se voir à Paris, mais ce n'est même pas obligatoire. Il faut bien voir que ce n'est pas obligatoire. Cette Convention de Paris peut très bien se passer sans les chefs d'État au niveau juridique du terme. Hein. Et ils se sont vus, alors quand même au G20, où la France a considéré que nous avions remporté un succès parce qu'il y avait une phrase sur le réchauffement climatique qui disait en clair que tous les membres du G20 étaient disposés à être efficaces sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui, si vous voulez, n'est pas grand-chose, mais c'était pas mal vu qu'on était en Australie et que le dirigeant australien veut absolument bien faire, même s'il nous a fait la surprise de mettre près de 60 millions de dollars au dernier moment dans le fonds vert, dans la première dotation du fonds vert, ce qui nous a permis de dépasser finalement les 10 milliards attendus qui étaient le point à partir duquel les pays du Sud quittaient la table, si vous voulez, en clair. Bon, donc ça, il nous a fait un paquet cadeau. Là, c'est peut-être pas comment c'est appelé, les dernières catastrophes, là, je ne sais plus le nom du cyclone, enfin, ils ont tous le nom. Bon. Donc voilà, donc si vous voulez, ça a été fait. Mais donc il y a eu quand même ce réveil du sommet de Ban Ki-moon. Et alors ce qui a été très important, et là vraiment très intéressant au sommet de Ban Ki-moon, c'est pas tellement ce qui s'est passé dans l'enceinte de l'ONU, mais ce qui s'est passé à côté. C'est-à-dire, vous avez d'ailleurs à l'IRIF une petite tribune que j'avais faite à ce propos. Vous avez eu des engagements de ce qu'on appelle la société civile sur d'énormément d'entreprises, de groupes d'entreprises, d'énormément de groupes bancaires, les banques étant très liées aux assurances, et les assurances s'affolant de plus en plus sur ce qu'ils vont avoir dans les années à venir assurées. Vous avez aussi un engagement très fort des collectivités locales. D'ailleurs, les collectivités locales vont faire 2 sommets, un au mois de mars à l'initiative d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et un très important en août, je crois, en juillet prochain, à Paris, non, à Lyon, pardon. Donc, si vous voulez, tout ça a fait qu'on avait une ambiance d'engagement. Je pense que les analystes n'ont pas vu qu'il s'agissait d'engagement des partis, si j'ose dire, déjà engagés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des gens qui sont depuis très longtemps, ou depuis très longtemps sensibilisés au réchauffement climatique, ou bien des groupes, comme on dit à l'ONU, qui se rendent compte aujourd'hui qu'il n'y a aucun doute sur le réchauffement climatique. Quelle a été la trajectoire des entreprises? La trajectoire des entreprises, ça a été de dire pendant très longtemps, c'est pas sûr tout ça. Et puis maintenant que c'est sûr, ils se rendent compte à quel point leurs process de production peuvent être atteints par le réchauffement climatique, les circuits de commercialisation également, et donc ils ont aujourd'hui un engagement très important. Idem aussi, par exemple, les États-Unis qui sont un pays qui, malgré les efforts d'Obama et avant de l'équipe autour de Clinton, ne sont pas très engagés dans le réchauffement climatique. Vous avez en revanche des régions qui sont très engagées, vous avez des entreprises qui sont très engagées, des régions, excusez-moi, des États qui sont très engagés, etc. On a vu à Paris, dans le R20, le gouverneur célèbre de la Californie, etc. Bon. Donc, vous avez la société mondiale, si vous voulez, bouge. Mais ça ne veut pas dire que la société onusienne, organisée selon les groupes de l'ONU, bouge. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas vu assez. Après, comme Bastien l'a dit, il y a eu ces annonces États-Unis et Chine. Alors là, ça a été
Alors, de toute façon, c'est assez facile. Ils ont qualifié eux-mêmes l'accord d'historique. Donc, c'est un peu dur après de ne pas dire qu'il est historique, cet accord, si vous voulez. L'accord historique, ça a été quand même, pour la Chine, de dire exactement ce que l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie disait qu'elle allait faire, qu'elle allait être obligée de faire sans faire d'efforts particuliers. C'est-à-dire, la situation du pays fait qu'elle va être, entre guillemets, obligée de se développer, donc d'augmenter ses émissions à peu près jusqu'autour de 2030. Et puis après, les efforts, certains très importants d'ailleurs, en particulier en matière d'énergie renouvelable, etc., du pays, vont faire que la démographie aidant d'ailleurs, parce que le pic démographique est aussi ces années-là, ça va peu à peu redescendre. Bon, mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il y a un effort considérable. Je veux dire qu'il y a une, comment dirais-je, il y a une conscience de la Chine très importante, ne serait-ce que d'ailleurs pour des raisons sanitaires, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une énorme politique, il y a un tournant politique tout à fait considérable. Bon. Or, on a beaucoup trop dit en France, et les représentants français, à mon sens, ont beaucoup trop dit que c'était historique, qu'on n'avait jamais vu ça, etc., etc. Ensuite, il y a eu effectivement l'abondement du fonds vert. Donc, on est arrivé à Lima avec une note d'optimisme. Voilà, en clair. Bon. Sur ce, à Lima, première semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Mais absolument rien. Alors, je veux dire, c'est toujours un peu comme ça. Les premières semaines de conférence, elles durent toujours 15 jours, sont toujours mornes. Et il y a des side events, il y a des gens qui se voient, etc. Mais tout le monde, en clair, attend les ministres. Bon. En principe, ça commence à bouger le week-end et ça bouge un peu le lundi. Le lundi, rien n'avait bougé. On s'est dit, ça va bouger demain, puisque les ministres arrivent le mardi. Les ministres arrivent le mardi, et là, il s'est passé quelque chose que moi j'ai très très rarement vu dans une conférence, c'est que le mardi, mercredi, jusqu'au jeudi soir, il ne s'est rien passé non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillaient pas, et ça ne voulait pas dire que les gens n'avaient pas des réunions et surtout ne travaillaient pas sur des textes. On a vécu sur 4 textes à Lima. Un premier texte qui d'ailleurs est un texte qui est encore valable, qui est une espèce de brouillon de l'accord, du futur accord de Paris. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, je les mettrai en ligne sur le site de avec des notes. Ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que le nœud, un des nœuds de la négociation, c'est les contributions nationales. Ce qu'on a décidé, les négociateurs disent qu'on a inversé le processus. C'est-à-dire que par rapport à Kyoto, effectivement, on ne dit plus que chacun doit, pour arriver à 2 degrés, doit porter une part du fardeau, etc. Mais que chacun doit déposer une contribution pour, par rapport à son économie, dire ce qu'il est capable de faire, et puis après on additionne tous les efforts, et on voit qu'il y a le gap qui reste entre ce que les gens sont prêts à faire et ce qu'il faudrait faire. Et la différence entre ce que les gens sont prêts à faire pour diminuer les émissions et ce qu'il faudrait faire pour rester à 2 degrés, ce paquet-là est le paquet de la négociation. C'est-à-dire qu'on doit dire aux gens, vous devez faire un effort de plus, vous devez faire ou plus de renouvelables, ou plus d'efficacité énergétique, ou moins de charbon, etc. etc. Bon. Donc, ça s'appelle en anglais, IPCC, enfin peu importe, ça s'appelle les contributions nationales. Les contributions nationales, elles ont, si vous voulez, un volet assez compliqué où vous avez effectivement les émissions, mais vous avez aussi les mécanismes de reporting, comment on calcule ces émissions, comment on contrôle, et ça c'est vraiment très très important, comment le secrétariat de la Convention sur les changements climatiques va contrôler que les gens font bien le travail de baisse d'émissions. Donc ça s'appelle un processus de transparence, etc. Vous avez 10 critères, et ce qui était très important, c'est
soit à peu près d'accord pour dire que ces critères qui sont en gros la baisse des émissions, les processus de reporting, la transparence, la manière de contrôler, etc., qu'on soit d'accord sur ces items, si vous voulez. Alors, la présidence péruvienne ainsi que le secrétariat de la Convention a fait une espèce de brouillon de l'accord de Lima, mais avec toutes les options possibles. Et ce texte n'est pas changé, c'est-à-dire ce texte reste. C'est un texte complètement ouvert, c'est-à-dire que vous avez du plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire en gros, pour aller vite, la Chine, qui est par exemple, elle compte toute espèce de contrôle de ses émissions à l'intérieur de son territoire à cause des problèmes de souveraineté nationale, à ceux qui, comme l'Europe par exemple, voudraient un contrôle extrêmement important avec, je veux dire, vraiment une équipe. Voilà, on n'appelle pas ça contrôleur parce que c'est des mots affreux qui fâchent, mais une équipe de gens de spécialistes qui pourraient effectivement faire un reporting transparent. Bon. Vous avez absolument toutes les options. Alors, le progrès qu'on a fait à Lima sur ce texte, c'est qu'on l'a pris pour le rattacher au processus de négociation. Alors, comme d'habitude, dans les négociations internationales, il y a le verre plein et le verre vide. On peut considérer qu'il s'est passé quelque chose, puisque ce texte, qui était un non-paper, qui était vraiment une note blanche, est maintenant un texte de négociation. Donc ça, les pays l'ont accepté. Mais en même temps, là où le verre est vide, si vous voulez, c'est qu'il contient absolument toutes les options. Et qu'on n'a pas du tout fait de progrès, et ça c'est ça qui est terriblement dommage, quand vous regardez les déclarations de Fabius, et même les déclarations sur les sites officiels français d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez de Lima? Il disait, on attend exactement ça, c'est-à-dire de s'entendre sur la manière dont les pays vont interpréter leur contribution nationale. Ça, il n'y a pas eu de progrès. Bon. Il y a un autre texte qui a été discuté en 3 fois. Il y a eu un texte de la première qu'on a eu le lundi, qui était le résultat des différents groupes de contact. Un autre texte qu'on a à peine vu parce qu'il a été distribué puis retiré le jeudi matin, qui était passé, le premier texte c'était une trentaine de pages, il était passé à 80 pages parce qu'évidemment tout le monde mettait dans le texte ce qu'il voulait. Et finalement le texte qui a été adopté, et pour ça que la présidence péruvienne a été assez bonne, elle a fini par faire dans la nuit de samedi à dimanche un dernier texte qui est beaucoup plus court et qui a été accepté à l'unanimité, mais où il n'y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que ce pas grand-chose quand même? Alors, il ne faut quand même pas exagérer. Ce qui est clair dans le papier, c'est que tout le monde est d'accord, et ce n'était pas aussi clairement dit avant. C'était clairement dit à New York, mais à New York, ça n'avait pas valeur d'accord dans le cadre de la conférence climat. C'est que tout le monde est d'accord pour baisser les émissions de 30 à 50% d'ici 2050. Bon, ce qui veut dire, si vous voulez, alors évidemment 30 à 50% c'est énorme, mais la différence est énorme, mais tous les pays ne sont absolument pas au même point. Donc si vous voulez, alors il faut bien voir que c'est selon la progression espérée, entre guillemets, ou plutôt déplorée, mais en tout cas prévue selon les pays, hein, les 30 et les 50%. Bon, donc ça c'est quelque chose d'important, et ce qui reste vrai, malgré le bilan très négatif que vous avez dans la presse, et ce négatif est véritablement justifié, et le bilan négatif que je vais vous en faire, ce qui reste vrai, c'est que tout le monde a envie qu'il y ait un accord à Paris, si vous voulez. Et vous pouvez très bien retourner aussi l'interprétation de Lima en disant que, comme quand même c'est mieux préparé qu'à Copenhague, ça c'est vrai, je vais vous dire les étapes de Lima à Copenhague. Vous pouvez très bien vous dire que les pays du Sud ont été d'autant plus durs à Lima que les pays du Nord arrivaient fleurs au chapeau. Vous comprenez, quand vous vous appelez le Bénin, le Soudan,
vous en avez tous, l'Afrique du Sud, qui est déjà un pays émergent, mais qui évidemment veut être le leader en Afrique. Bon. Et que vous voyez toutes ces félicitations de pays du Nord, cette auto-congratulation entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, eh ben, ça vous énerve, je veux dire. Et vous aviez, moi je l'ai vraiment senti, mais c'est dit maintenant dans la presse, je connais bien les délégations africaines à cause de mon parcours professionnel, vous avez une colère de l'Afrique, une vraie colère. Une vraie colère parce que, une colère que moi j'ai connue à Rio en 92. Alors à Rio en 92, on ne parlait pas du fonds vert, ça n'existait pas, mais on parlait, il y a quelques témoins dans la salle, du fameux 0,7% d'aide, du pourcentage d'aide au développement. Et les pays du Sud, nous disaient, si vous ne promettez pas le 0,7% d'aide au développement, on ne signe pas la Convention climat. On l'a promis, on ne l'a pas fait. On l'a fait juste en 92, il y avait 3-4 pays qui arrivaient à 0,7%. Allez, je vais être gentil, 7-8 peut-être, enfin je pense que c'est plutôt 3-4. Dont la France, nous on y arrivait parce qu'on mettait en même temps, on incluait dans nos 0,7% nos dom-tom à l'époque. Vous voyez, je ne me raconte pas à quel point c'était honnête, mais enfin on y arrivait. Bon. 2 ans après, on y est presque arrivé. On y est arrivé à 0,0668, je me souviens. Et puis maintenant, vous savez, on est à 0,3 quand même. Hein. Bon, d'accord. Enfin, c'est vrai qu'on n'est plus à la même époque, etc. Donc, vous aviez ça. Aujourd'hui, vous avez à peu près la même chose, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que les gens ne vous parlent plus du 0,7 puisqu'on ne parle plus des publics et au développement, puisque maintenant l'aide privée et le public est terriblement mêlée. Mais on parle du fonds vert, et le fonds vert doit être abondé aussi bien par des fonds publics que par des fonds privés. C'est d'ailleurs ça le grand problème, parce que le calcul du fonds vert, alors il faut aussi que je m'arrête, c'est un peu difficile, tant pis, il faut aussi que je m'arrête sur l'histoire du fonds vert. À Copenhague, pour s'en tirer, on leur a dit, on va vous faire un fonds vert. Bon. Alors, je crois que c'est à Varsovie que ça a été complètement, non, je crois que c'est à Durban aussi, la plateforme de Durban, ça a été complètement décidé. On a dit, à partir de 2020, vous avez besoin les pays du Sud ont dit, et la Convention a dit oui, on a besoin de 100 milliards de dollars. Et alors, la première fois, on a dit par an. Alors, ils ont obtenu ça. Bon. Après, on a dit, non, c'est pas par an, c'est globalement. Mais globalement, jusqu'à quelle année? Alors, ça, on ne sait pas. Donc, voilà. Et on ne sait toujours pas. Puis après, on a dit, mais vous avez bien compris que ce n'était pas que des fonds publics. Alors, ça, il y a à peu près un consensus. Mais vous pouvez très bien dire que d'ores et déjà, si vous incluez les fonds privés, vous les avez, et vous avez un tas. EPE, par exemple, je ne sais pas qu'il n'y a personne d'EPE ici. Bon, allez, j'y vais. EPE, qui s'appelle Entreprise pour Environnement, qui regroupe toute une série d'entreprises, dit, mais nous les faisons déjà. Nous, les entreprises, nous les faisons déjà, les 100 milliards par an. Parce qu'effectivement, il y a forcément 100 milliards d'investissements qui vont vers le sud. Je veux dire, ça c'est clair qu'il y a 100 milliards d'investissements qui vont vers le sud. Le problème, c'est le fameux facteur additionnel ou pas, et c'est est-ce qu'ils vont sur le sud pour faire des investissements grosso modo, ou est-ce qu'ils vont vers le sud pour faire vraiment de la lutte contre le réchauffement climatique, hein. C'est pas parce que vous faites des investissements énergétiques sur le sud que vous faites les bons investissements de lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc. Donc vous avez une ambiguïté. Et il ne faut quand même pas croire que les pays du Sud ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc l'ambiance était extrêmement difficile, au moins pendant la semaine. Le samedi, moi j'ai vu le groupe africain s'est réuni, et le groupe africain a pris une position extrêmement dure, hein, de manière claire. Bon. Et c'est le Soudan, le représentant du groupe africain dans la dernière négociation, et a failli faire tout capoter. Vous comprenez, il faut bien voir que dans cette puissance, dans ce monde où il y a les émergents, l'Europe, les États-Unis, et que tout se passe au G20, l'enceinte de l'ONU
est la seule où chaque pays a une voix. Donc ils en profitent et je veux dire, comment leur dire non, hein, et comment leur dire comment leur reprocher ça. Donc, alors, malgré tout ça, vous avez effectivement, comment vous dire, une espèce d'engouement. Alors, je ne sais pas si c'est Paris by Night, hein, mais je veux dire, vous avez une espèce d'engouement pour Paris. Et les gens ont, je crois, envie, les gens, même les gens les plus tendus en ce moment, ont envie qu'il y ait un accord à Paris. Et le signal qu'ils ont donné à Lima, c'est qu'on n'aurait pas cet accord à n'importe quel prix. Ça, de manière extrêmement claire. Et ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Et je pense, alors, à titre personnel, que ce signal était utile, parce que moi, j'ai trouvé absolument stupide l'optimisme qui régnait depuis septembre, octobre, novembre, chez un certain nombre de négociateurs et chez un certain nombre de nos amis qui disaient tout va très bien et qui encore le lundi matin nous disaient tout va très bien. Hein. Ça, c'est quelque chose qui m'a absolument fasciné de gens qui, par ailleurs, sont des professionnels. Alors, qu'est-ce qui a été obtenu sur la trajectoire entre Paris et Lima? D'abord, il y a une chose extrêmement importante que les pays du Sud ont obtenue, que dont les États-Unis ne voulaient pas, et alors pour moi, c'est incompréhensible, c'est que l'adaptation soit au même niveau, l'adaptation au changement climatique soit au même niveau que la diminution des émissions. Bon. Alors, on voit bien, si vous voulez, pourquoi c'est si important pour le Sud. Le Sud, déjà, souffre des problèmes de réchauffement climatique. Plus, quand même pour l'instant, plus que les pays du Nord. Il est évident que, et d'autre part, le fonds d'adaptation qui est prévu n'est pas du tout abondé parce qu'il est indexé sur les produits du mécanisme de développement propre qui, pour un tas de raisons techniques compliquées, ne donne plus d'argent. Donc, quand quelque chose est indexé sur quelque chose qui ne donne plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Bon. Donc, je veux dire, ils sont furieux, d'une part, et d'autre part, il est clair que les contributions, dans les contributions nationales, les pays du Sud voulaient absolument qu'il y ait des mesures d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est dans le texte. Les pays du Sud considèrent que c'est une victoire, les pays du Nord font la gueule. Moi, je ne fais pas la gueule, je trouve ça tout à fait normal, personnellement. J'ai toujours dit, Sébastien, que l'adaptation, il ne faut quand même pas rêver. Je veux dire, avec tout ça, il ne faut quand même pas croire qu'on va rester à 2 degrés. Là, on se calme, si vous voulez. Hein. Je veux dire, bon, moi, j'ai eu une altercation charmante, parce que on s'aime bien, avec Chouzel et de Treut, qui est dans la délégation française, en leur disant, mais c'est pas vous de dire que tout ça ne va pas, c'est vous, les scientifiques du GIEC, donc c'est à vous de dire. Alors, je sais bien que si déjà on dit on n'arrivera pas à faire 2 degrés, alors que même, étant donné la rapidité, par exemple, de la montée des eaux, les petites îles, ce qu'on appelle le groupe AOSIS, les petites îles, rappellent que dans la convention de 92, c'était pas 2, c'était 1,5, ce qui est vrai. Bon, dans le texte, il y a un compromis, maintenant on met 1,5-2. Mais en même temps, je veux dire, quand vous lisez le GIEC, à partir du moment où le GIEC dit très clairement que si des mesures très importantes ne sont pas prises dès maintenant, on arrivera à 3-4 degrés et peut-être plus, et que je vous dis qu'il n'y a rien entre maintenant et 2020, et qu'on ne sait pas ce qu'il y aura à l'accord de Paris, etc., la lucidité fait que je pense personnellement que les 2 degrés sont extrêmement compromis. Donc il faut de l'adaptation. Bon, primo. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a été... Alors, le côté positif, c'est qu'il y a quand même un calendrier assez sérieux de maintenant à Lima. Il y a 4 réunions et peut-être 5. Il y a une réunion en février qui est à Bonn. Il y en a une autre en mai. Donc il y en a une autre qui est à Genève. Il y en a une dernière à Bonn. Et il y a d'autre part une invitation du président de l'Assemblée générale de l'ONU à la fin du mois de juin, qui peut-être inviterait là aussi les chefs d'État, pensant qu'il faudrait... L'idée de la France, par exemple, c'est qu'il ne faut pas forcément
que les chefs d'État soient à Paris, parce que les chefs d'État, on se souvient tous de Copenhague, avec la Chine et les États-Unis qui gribouillent leurs papiers en faisant attendre le président français dans l'antichambre, ce qui ne lui a pas plu du tout, au dit président français de Copenhague. Et là, en plus, c'est quand même difficile, comme on est pays hôte, vous voyez. Bon, donc, je veux dire, c'est pas forcément, il y a évidemment une crispation plus importante quand il y a les chefs d'État. En revanche, l'idée, ça serait que les chefs d'État soient présents au mois de juin pour donner une impulsion. Donc ça, c'est pas forcément stupide. Bon. Les contributions nationales, alors, qu'est-ce qui a été décidé? On attendait tous qu'il y ait une date butoir, c'est-à-dire qu'on dise tous les contributions nationales, c'est-à-dire la diminution, le chiffre de diminution des émissions, et donc la manière dont ça se fait, tout ce que je vous ai expliqué, doit être donné. Alors, je veux dire, au départ, on espérait que c'était à Lima. On a vu que c'était pas à Lima. Donc, il y a cette formule absolument extraordinaire que c'est le 31 mars pour ceux qui le peuvent. Ça doit s'appeler une formule contraignante. Et, j'ai dit dans un papier que j'ai fait pour le comité d'interne et que je vais prendre pour l'IRIS, j'ai intitulé mon papier pour ceux qui le peuvent, 3 points de suspension, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la philosophie générale de l'IMA. C'est un peu à votre bon cœur, quoi, comme on dit. Donc, deuxièmement, alors ceux qui ne peuvent pas le 31 mars devront donner ces contributions, mais c'est pas non plus contraignant, mais enfin il y a une forte pression pour qu'ils la donnent le 31 mai, et le secrétariat devra, de la Convention sur les changements climatiques, devra faire un rapport de toutes ces contributions le 1er novembre. Alors ça, c'est la date dramatique pour moi, parce que le 1er novembre, si vous voulez, c'est 3 semaines avant le début des sommets, et c'est beaucoup trop tard. Mais vous avez un mouvement de tous les pays, en particulier de la Chine, hein, qui a été, après avoir fait son coup d'éclat au bras d'Obama sur le thème « Nous sommes d'accord pour diminuer nos émissions », etc., a bloqué ce sommet. Il faut voir les choses par l'ordre. Et si vous voulez, à partir de là, si vous voyez bien que avoir un texte du secrétariat de la Convention le 1er novembre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire la Convention? Elle va additionner toutes les promesses de réduction d'émissions et elle va dire, ben voilà, il nous manque pour avoir ce qu'on appelle une neutralité carbone dans la seconde partie du siècle, parce que c'est la seule chance, la neutralité carbone dans la seconde partie du siècle, de ne pas dépasser 2 degrés. Bon, elle va dire, ben voilà, il manque ça, ça et ça, et évidemment, il va manquer des milliards de tonnes de CO2, hein, je veux dire, illimité. Bon, donc si vous voulez, comment voulez-vous en 3 semaines arriver? Donc ça, je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est la plus mauvaise nouvelle, si vous voulez, de cette date. Alors, j'ai quand même essayé de terminer par les bonnes nouvelles. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même le nombre de rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est l'adaptation. Ah oui, si, il y en a une, pardon, il y en a une très mauvaise aussi, nouvelle, c'est que, alors, l'histoire d'abondement du fonds vert, à partir de 2020, bon, je veux dire, on n'en parle plus. Donc on a 10 milliards jusqu'en 2020, d'accord, c'est-à-dire rien, mais à partir de 2020, on ne sait absolument pas, et on ne sait même pas, si vous voulez, il n'y a pas de mécanisme. Bon, par exemple, il y a Lalonde qui reste un des plus brillants intellectuels finalement sur le climat que je connaisse. Alors évidemment, j'ai une petite tendresse pour lui. J'ai été sénatrice de cabinet, mais je vous assure que quand même ça fait plaisir de voir dans cette enceinte des gens qui n'ont pas la langue de bois. Lalonde a dit dans une plénière, mais on s'est tous dit à la conférence au sommet de Ban Ki-moon à New York qu'il fallait, pour que cet édifice tienne, d'avoir un prix carbone. Et partout dans les side events, partout on parle du prix carbone. Il y a vraiment des contributions très passionnantes de tous les instituts économiques là-dessus. Il y a vraiment une réflexion
comment ça se fait que le prix carbone, comment ça se fait que vous, les négociateurs, vous avez décidé d'éviter à tout prix ce gros mot prix du carbone dans le texte de négociation? Bon. Et alors, on lui a répondu que ben non, c'était pas dit comme ça, mais qu'à travers les contributions, on pourrait se... Enfin, je veux dire, n'importe quoi. Bon. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, genre, ça, c'est ma transition par rapport aux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, alors, à Lima, les entreprises n'étaient pas très présentes. Il y a eu un business day, etc., mais franchement, elles n'étaient pas très présentes. Elles se réservent pour Paris, c'est clair. En revanche, ce qui, moi, m'a frappé, c'est la manière dont les industriels, les financiers, les collectivités locales se réunissent dans toutes sortes d'enceintes ou qui existent, comme le Global Compact, etc., d'autres qui n'existent pas, ils sont en train de les former, pour réfléchir à la manière dont on pourrait peu à peu former un prix du carbone, alors pas un prix mondial parce que ça on n'y arrivera pas, en tout cas peut-être un prix régional si vous voulez, autrement dit une régulation, où on pourrait trouver des recettes là-dessus, comment on pourrait accélérer les process de décarbonation, etc., etc. Il y a une effervescence de solutions, pour prendre le mot qu'a dit la France, voilà. Alors la France, dans un dîner hyper chic restreint, a proposé ce qu'ils appellent le 4e pilier, c'est-à-dire l'agenda des solutions. Alors l'agenda des solutions, si vous voulez, ça consiste à prendre si vous voulez, à faire ce qu'on appelle une alliance pour le climat, concentrer les efforts sur les collectivités locales, les énergies renouvelables, le secteur financier, les partenariats autour de nouvelles technologies, et soutenir autour de l'efficacité énergétique du secteur du transport, du secteur agricole et de l'adaptation. Et ce à quoi pense la France, si vous voulez, c'est de faire en fait pour chacun de ces domaines une espèce d'alliance, c'est-à-dire de mêler les opérateurs publics et les opérateurs privés en se donnant des objectifs et en institutionnalisant un peu le processus, c'est-à-dire d'en faire une annexe finalement à l'accord. Ce qui est un truc assez intelligent mais assez dangereux, parce que si vous voulez, les pays du Sud, d'ailleurs le papier le dit, hein, les pays du Sud peuvent avoir peur qu'on crée une enceinte parallèle à l'enceinte de l'ONU. Parce que là, dans ces alliances, il y a peut-être des processus très intéressants de business, etc. Mais évidemment, il n'y a pas des processus démocratiques de vote, etc. C'est des alliances pour agir. Là, vous avez de plus en plus ce concept d'alliance des solutions et d'agenda des solutions qui montent et qui va rester assez vivant. Mais je pense que si l'État français en prenait la tête de manière trop visible, ce serait une erreur parce que l'État français est président de la négociation. Voilà, en fait, l'État français, c'est le Pérou maintenant qui préside. Hein. L'État français est président à partir de la conférence de Paris. Enfin bon, on s'entend très bien que le Pérou, ça tombe bien, donc il y a une coprésidence, si vous voulez un peu. Voilà. Donc, ça, alors, encore une fois, moi, je vis personnellement absolument l'inverse de ce qu'il y avait il y a 20 ou 25 ans, c'est-à-dire que les États s'essoufflent dans ce processus de conférence, mais toutes les dynamiques, aussi bien, et vraiment beaucoup les collectivités, que les ONG, ça c'est plus classique. Les ONG finalement sont relativement moins visibles qu'avant. Les ONG avant étaient les figures de proue. Elles sont actives, mais curieusement leur rôle est passé plutôt, qui était un rôle très revendicatif, est plutôt passé à un rôle d'explication et de commentaire. Ça c'est très frappant si vous voulez. En revanche, les entreprises, les collectivités, les différents groupes professionnels vivants, etc., sont très engagés. Alors, moi, je ne vais pas m'engager sur
pessimiste, optimiste pour Paris, etc. J'observe, encore une fois, je l'ai lu en diagonale, mais j'ai vu que Fabius disait quelque chose qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est que pour arriver à un accord, il faudrait peut-être plus qu'une présidence. Bon, donc ça veut dire qu'il commence à se dire que Paris est une étape intermédiaire. Bon, alors, intermédiaire peut-être pas, mais bon, voilà. Et c'est vrai, alors en même temps, si vous voulez, si nous prenons du recul, c'est quand même la première fois que l'ONU essaye de faire un accord sur un phénomène qui nous échappe, qu'on a peut-être créé, mais qui nous échappe. Hein, c'est ça qui est passionnant dans cette négociation. Dans une négociation onusienne classique, et qui est déjà très très difficile, vous avez des négociations entre pays membres de l'ONU. En fait, c'est pas tout à fait vrai, puisque aujourd'hui, vous avez de plus en plus de phénomènes, le terrorisme, etc., qui échappent complètement à une négociation diplomatique classique. Là, on fait une négociation avec un machin qui, quand même, a ses propres lois, qui s'appelle la Terre. Bon, et qui vit sa propre logique, hein, complète, je veux dire. Voilà. Et c'est évidemment, du coup, beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Et vous avez en plus cette course de vitesse qui est que, comme c'est extrêmement complexe pour les 195 pays, vous avez une bien plus grande lenteur qu'auparavant, mais que, aux surprises, la vitesse du réchauffement s'accélère et que vous avez un croisement un croisement temporel qui est en principe, qui est l'inverse des croisements temporels habituels. D'habitude, les hommes vont beaucoup plus vite que la nature. Hein. La nature est quelque chose qui est ici, qui est immuable, etc. Là, la dégradation de la nature risque d'aller plus vite que les décisions des hommes. Et donc, il faut, comment dirais-je, nuancer tout ce que je dis d'un peu négatif à l'aune de la complexité de cette négociation. Bon. Deuxièmement, il faut la nuancer à l'aune de la crise. C'est-à-dire que tous les chefs d'État, prenez note qui va accueillir la conférence de demain, sont rivés sur les indicateurs de mois en mois. Les indicateurs ne sont pas bons et on leur dit prenez des décisions absolument capitales pour 2050. Bon, je veux dire, donc c'est quand même tout ça très compliqué. Troisièmement, et j'en reviens pour conclure à part où j'ai commencé, c'est sans le vouloir, hein, mais finalement j'entends sur mes pieds, je veux dire, c'est que quel est le rôle du GIEC dans cette affaire? Alors, il y aura peut-être un moyen de rénover cette négociation. C'est de prendre le rapport pour les décideurs. Le GIEC fait un rapport pour les décideurs, et c'est le troisième rapport du GIEC. Il l'a d'ailleurs fait tout le temps, et ce rapport pour les décideurs est très prudent. C'est pas exactement ce qu'il y a dans le rapport. Il y a une autocensure chez les scientifiques du GIEC qui se disent que c'est ce qui est à peu près audible pour les décideurs. Mais les choses y sont. Bon. Et si vous comparez le rapport pour les décideurs du GIEC à l'accord d'aujourd'hui, et peut-être l'accord de Paris, vous avez un gap absolument énorme. Et donc, c'est pour ça que je disais au début que ça sera sûrement analysé, cette histoire, comme finalement un rapport entre la science et la politique, je dirais. Hein, c'est-à-dire que, quand elle est très avertie, c'est la première fois que le politique global est aussi averti d'un phénomène scientifique que le réchauffement. C'est la première fois au monde qu'il y a un groupe de scientifiques comme ça qui publie de manière régulière des informations pour les politiques. Qu'est-ce que le politique en fait? Est-ce qu'il est tétanisé par l'ampleur de l'information? Est-ce qu'au contraire, avec tout le progrès scientifique, peut le prendre à bras-le-corps? C'est ça la question. En tout cas, ce qui est certain, alors moi j'ai été très irritée par le fait que les négociateurs ont prononcé dès la première semaine le mot de flexibilité.
quand vous dites de toute façon s'il y a accord il sera flexible, vous pensez bien que tout le monde se dit bon bah ça sera flexible, donc allons-y. Bon, j'ai trouvé que c'était une bêtise diplomatique énorme, mais c'est clair, s'il y a accord, il sera flexible. Ça a été, il sera d'autant plus flexible que le mot flexible a été lâché trop tôt. Et d'autre part, il faut bien dire que vous avez, ça, j'espère qu'on invitera Amida, qui est déjà venu une fois ici, mais qui sort un livre qui, à mon avis, va faire beaucoup de bruit en janvier prochain, et qui va dire très clairement à quoi sert ce processus. Hein. Bon, je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'elle, mais je préfère vous dire que Amida. Amida. Voilà. Je préfère vous dire que j'étais avec elle tout le jeudi, et évidemment, ce qu'elle voyait ne faisait que la conforter dans ce qu'elle a écrit. Bon. Eh bien, il est évident que si vous... Enfin, à Paris, vous aurez peut-être finalement une formidable mobilisation contre le réchauffement climatique ou pour le climat, mais je ne sais toujours pas s'ils auront un accord. Voilà ce que je peux dire à peu près. Merci beaucoup. Donc j'imagine que vous avez de nombreuses questions. Je vais juste vous demander, il nous reste à peu près, voilà, il nous reste 30 minutes pour échanger sur les sujets. On va prendre une première salle de questions. Donc essayez de poser des questions rapides pour qu'on ait le maximum d'échanges avec la salle. Donc, madame, monsieur et les deux personnes ensuite après. Juste sur accord flexible par opposition à accord contraignant. Qu'est-ce que ça veut dire un accord flexible? C'est une excellente question, je n'en sais rien. Le problème, c'est que accord contraignant. Je vous propose plusieurs questions peut-être. Ah oui, oui, je veux bien, pardon. Non, je me suis lancée dans la réponse. Sur laquelle vous êtes d'accord, c'était vous, monsieur. Allez-y. Je voulais savoir, vous avez terminé en parlant de la mobilisation de la société civile. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur le résultat final? On voit beaucoup d'ONG qui sont prêtes à se mobiliser en terrain. Vous avez parlé des collectivités territoriales, des groupes d'entreprises également. Est-ce que ça aide les négociateurs ou c'est totalement séparé par rapport au document final? D'accord. Et ensuite, deux personnes levées. Je me demandais, les 10 milliards du fonds vert, ce sera investir dans quoi, par qui et comment, par quelle procédure? Et la dame à côté. Est-ce qu'on pense le problème du modèle économique? Comment? Est-ce qu'on pense le problème du modèle économique? On parle de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité. Est-ce que peut-être toutes les barrières ou les problèmes qui sont posés par... Plus fort. Ah non, mais est-ce qu'on peut peut-être à Paris poser le problème du modèle économique? Et je me rappelle que vous avez porté ce message des femmes il y a quelques années sur l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. c'est affreux, je suis pistée, moi. Monsieur, vous avez la parole. Si d'autres personnes veulent poser des questions, je vais D'accord. alors Il y avait quelqu'un, oui. Vas-y. Bettina a fait une très belle présentation. Bon, je suis Jérôme Bindé, donc je suis membre du Club de Rome et ancien directeur de la prospective, UNESCO, ancien sous-directeur général de la protection sociale de l'UNESCO. Et alors, mais je crois que Bettina connaît ma position. En fait, on peut dire au moins, moi je n'en ai pas beaucoup changé depuis très longtemps, parce que depuis 15 ans, j'ai totalement varié. Moi j'ai écrit malheureusement ce qui risquait de se passer dès 99. Hein, donc c'est écrit. Bon, j'ai même écrit qu'on allait plutôt risquer d'aller plus s'il devait, alors que c'était un scandale de dire ça à l'époque, un péché contre l'optimisme. Sur l'optimisme et le pessimisme, voilà une question qu'il faut balayer. Parce qu'on en a marre de cette histoire d'optimisme et de pessimisme. Je rappelle que Billy Wilder, qui était originaire d'Europe centrale, bon, qui était juif, quand on l'accusait d'être pessimiste, il disait les optimistes, ils sont tous morts dans les chambres à gaz, et les pessimistes, ils ont une très belle villa avec piscine à Hollywood. Hein? Alors, assez maintenant de cette histoire, parce que à force d'avoir chassé les sorcières du pessimisme
les Cassandres du Club de Rome, et aujourd'hui on revient au Club de Rome, d'ailleurs le rapport Meadows, qui a été écarté par tous les décideurs comme quelque chose de scandaleux, revient au centre. Et je pense que Bettina a très bien décrit, en termes évidemment beaucoup plus diplomatiques que ceux que j'ai pu employer, parce que moi je suis diplomate à la retraite, alors j'ai oublié le ton diplomatique. Bon, nous sommes dans un processus qui est en réalité catastrophique. C'est un processus tout à fait catastrophique parce qu'il est fondé sur le simulacre et le mensonge absolu. Alors le problème, c'est que malheureusement, bon, nous sommes avec des politiques. Les politiques, pendant des siècles, des millénaires, ils se sont très bien débrouillés avec le mensonge absolu ou des mensonges relatifs qui étaient tellement énormes que ben, ça finissait toujours par marcher parce qu'on pouvait toujours massacrer un peuple, lui voler ses terres. Bon, on se débrouillait toujours à faire de la prédation sur quelqu'un ou sur des territoires, et puis l'histoire passait et on appelait ça le progrès. Seulement, il y a un problème là maintenant, parce que nous sommes à un moment crucial. Le problème, c'est que ce mensonge absolu, ou ces mensonges relatifs si énormes qui confient au mensonge absolu, se heurte à un problème, c'est que ça ne peut plus marcher par rapport à la situation critique, une situation absolue, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas conquérir une autre planète pour remplacer celle que l'on a dévastée, même si les futurologues américains ont eu temps de quelques décennies, tout ça paraît extrêmement lointain, donc nous n'avons pas le choix. La planète, on n'a pas la même mot. On est devant un problème, et un problème que l'on ne résout pas, que l'on feint toujours de la résoudre en remettant à plus tard, bien sûr, avec la procrastination. On ne peut pas résoudre ce problème comme ça. Et je vais donner voilà, au même moment. Alors, rapidement, monsieur. Ah oui, mais attendez, je m'explique. Si vous voulez me donner la parole, vous aurez des difficultés parce que. Vous êtes diplomate. Non, c'est pour que chacun puisse. Il faut dire la vérité, parce que sinon on ne fait rien de bon, on se laisse comme ça verser l'illusion. Nous sommes devant un problème qui est très simple. Au même moment, il y a toujours ces bonnes paroles, et puis dans les dîners, on a des propos beaucoup plus avancés que quand on est à la table du décideur. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'économie de l'énergie, c'est une ruée vers le tout fossile en ce moment. Nous sommes devant une ruée devant le tout fossile, tout le monde le sait bien, avec les nouveaux pétroles, gaz, conventionnels. Bon, donc, au même moment où on fait semblant de croire qu'on va diminuer les émissions, on est dans une onde bardée d'accélération extraordinaire de toutes les émissions. Ça fait, bon, c'est du théâtre de l'absurde. Nous sommes dans le théâtre de l'absurde. Deuxièmement, comment peut-on feindre de croire, feindre de convaincre les opinions que l'on va résoudre un tel problème, alors qu'on ne dit aucunement des négociations sur le climat et, par exemple, des négociations sur le commerce. Si on ne fait pas ce lien, de quoi parle-t-on? Si tu permets, on va prendre des questions. On amuse la charmante personne, plus jeune que nous, qui a encore quelques illusions. Alors, je voudrais dire une chose. C'est intéressant. Oui, un danger, attention, parce que moi j'ai entendu cette idée du quatrième pilier, je ne vais pas avoir. Je suis très nuancé sur cette idée, parce que si les décideurs se mettent à parler du quatrième pilier avec l'agenda des solutions, ça peut être une manière de se défausser des responsabilités des décideurs, de dire, bon, sous-entendu, on ne le dit pas, mais comme les trois piliers marchent pas, nous n'allons pas y arriver, alors on repasse le bébé ou le ballon au quatrième pilier, et puis débrouillez-vous au niveau local. Alors attendez. à le droit. Mademoiselle, monsieur, et après tu pourras répondre aux questions. La première concerne les forêts et la déforestation. De la mesure où les forêts sont des puits de carbone et que la déforestation est peut-être des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que cette question a été abordée lors de cette conférence de Lima? Et ma deuxième question, ici elle a été abordée plus précisément. Et ma deuxième question concerne le protocole de Montréal. En fait, il y a un autre protocole sur les émissions de gaz destructeurs de l'ozone. Et je voudrais savoir en fait pourquoi, à votre avis, est-ce que pour le protocole de Montréal ça marche? On a quand même réussi à avoir de très bons résultats sur les réductions de ces gaz destructeurs de l'ozone. Et pourquoi le protocole de Kyoto n'a pas marché? Et pourquoi ce protocole
après on laisse Delphine répondre, c'est quand même beaucoup de sujets. Alors rapidement, monsieur. Dans les trois questions assez précises. Oh là là. Alors courte et précise. Hein. Très précis. Au départ, vous avez mentionné 4 textes, je crois, qui étaient négociés. Vous n'avez mentionné que 2, si vous pouvez très rapidement. Non, il y en a un Ouais. et un avec 3 versions. D'accord, c'est Voilà. très bien. Il y en a un qui est le futur accord avec Fourre-tout, là, où il y a toutes les solutions. Et il y a l'accord de Lima avec 3 textes, dont le texte qui a été adopté de la présidence péruvienne. Pourquoi, on ne comprend peut-être pas très bien pourquoi les pays du Nord et les États-Unis en tête ont tant mal avec les questions d'adaptation. Oui. C'est parce que ça paraît un peu des questions de bon sens pour tout le monde, donc peut-être m'arrêter là-dessus. Et la dernière question, elle rejoint celle sur les forêts. Il y a un gros vide sur les questions de l'agriculture et bon, comment ces questions vont être ou ne vont pas être intégrées dans l'accord. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais peu importe. Les 10 milliards de fonds verts, alors, quand même dans les bonnes nouvelles, à la dernière conférence à Varsovie, le seul résultat important, c'est que les pays se sont mis d'accord sur les règles du fonds vert. Hein, donc, je ne vais pas vous expliquer dans le détail parce que c'est architechnique, mais les pays ont un accord sur l'utilisation du fonds vert, les règles de décaissement, les projets ciblés. Voilà. Le drame, c'est qu'il n'y a que 10 milliards. D'accord ? Mais ça, il y a eu un accord. Donc ça, c'est réglé. Deuxièmement, la flexibilité. La flexibilité, c'est un mot maladroit pour dire que les pays, il n'y a pas d'expression. La Convention disait que les responsabilités, ça c'est revenu au cœur de la négociation, que les responsabilités historiques des pays étaient différenciées, évidemment. Et donc ça, si vous voulez, on a cru qu'on avait dépassé un petit peu cette affaire. Je pense qu'il y a beaucoup de négociateurs qui ont cru, parce que c'est vrai qu'à Copenhague, la seule chose positive, c'est que tout le monde a reconnu qu'il fallait faire quelque chose contre le réchauffement climatique. Tandis que quand vous prenez l'historique, aussi bien la Convention que le protocole de Kyoto, souvenez-vous, vous aviez les pays de l'annexe 1 et les pays d'annexe 2. Les pays d'annexe 2, ça veut dire que les pays développés devaient faire tous les efforts et que dans la Convention, les pays en développement avaient, de manière extrêmement claire, refusé tout engagement à faire des efforts, puisque d'une part, et encore plus à l'époque évidemment, leur contribution à l'effet de serre était complètement différente. Les choses ont changé parce qu'entre-temps, il y a eu le développement des pays émergents. On a donc cru qu'à Copenhague, tous les pays se sont engagés à lutter contre le réchauffement. Donc pas à ce que certains regardent les autres lutter, mais à tous les pays à lutter. Mais là, ce qui a été vraiment très important, c'est que les pays ont complètement, les pays du Sud ont complètement repris l'expression responsabilité différenciée. Donc ça veut dire qu'ils ont repris le fait que si ils s'engagent, ils vont s'engager quand même manifestement à donner des efforts, des chiffres pour les diminutions d'émissions, leurs responsabilités différenciées font qu'on doit leur donner de l'argent, on doit les aider à faire ces efforts. Bon. Le problème, c'est que les pays du Nord, on ne répond pas bien à cela, nous, puisqu'on ne répond pas sur l'abondement du fonds vert. Donc les pays sont bloqués. Donc du coup, mais il y a autre chose que simplement le couple effort-argent. Il y a aussi le fait que quand vous prenez un pays que je connais très bien, qui est le Maroc. Bon, je veux dire, le Maroc est responsable des émissions d'effet de serre pour à peine 3% des émissions mondiales. Bon, il ne va pas s'engager sur le même rythme que d'autres pays. Je veux dire, il ne va pas s'engager à faire un effort énorme en 10 ans. D'une part parce qu'il a plus de temps, son budget carbone
est forcément plus étendu dans le temps, puisqu'il contribue peu, même s'il va de plus en plus, contribuer de plus en plus. Donc la différenciation, elle porte d'une part évidemment sur le couple argent-effort, mais elle porte à l'intérieur de l'effort même. Donc, alors, ce qui est, voilà, si vous voulez, le fond du truc. En même temps, l'accord doit être contraignant. Ce qui a été la décision, c'est qu'on devait arriver à Paris à un accord contraignant pour toutes les parties. Bon. Mais dans cet accord contraignant, tous les éléments peuvent être flexibles. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où vous avez... Non, c'est pas... Pas tout à fait, parce que tu peux très bien... Non, non, faut pas exagérer. Tu peux très bien avoir un traité. Un traité, ça s'impose aux parties. Donc tu peux avoir un traité contraignant avec à l'intérieur, pour chaque partie ou par groupe de pays, des choses un peu souples. Ça, c'est pas forcément contradictoire, je veux dire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tel degré de souplesse, mais bien encadré, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, diminuer pour allez, la Chine, on va prendre un truc un peu, diminuer de 10% tous les 5 ans, c'est impossible, enfin bon, tous les 5 ans à partir de 2030, d'accord? Sauf si, alors premièrement, deuxièmement, donc ils peuvent faire que 5, dans quel, etc., etc., mais que cet ensemble de choses soit contraignantes. Donc, cet ensemble de choses souples, mais encadrées, soit contraignantes. Donc ça, c'est pas forcément. Mais, alors, même si c'est effectivement un peu UNESCO quand même, à partir du moment où vous enlevez le mot contraignant pour dire qu'il y aura flexibilité, c'est foutu d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et c'est ça qui est un problème. Pour la question société civile, alors ça c'est à mon avis une très grosse question. La société civile, elle s'est engagée de manière complètement autonome. Moi, par exemple, j'anime quelque chose qui va se passer au Grand Palais, hein, avec l'ensemble du comité 21. On a invité un tas de gens qui sont des entreprises, les ONG, des collectivités locales, etc., qui vont présenter leurs solutions pour décarboner et qui vont participer à un tas d'événements pour dire comment elles comptent décarboner. Ça, c'est béni par l'État, mais c'est une initiative tout à fait autonome d'un comité qui a 20 ans maintenant et qui, au départ, a été le premier à rassembler toutes les, comment dirais-je, toutes les parties prenantes. Bon. Vous allez avoir toutes sortes d'initiatives dans cette affaire. Et là, ça va se passer au Grand Palais. Bon. Il va y avoir d'autres initiatives au Bourget. Vous avez, toute la durée de l'année, vous avez un grand congrès des scientifiques, vous avez l'invitation des maires du monde, etc. Vous avez les collectivités locales, vous avez le business, le business quelque chose qui va faire un très 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 grand congrès au mois de mai. Donc vous avez des initiatives individuelles et ces gens-là vont prendre des engagements. Alors le problème, c'est que oui, ça va faire pression quand même. Parce que la question très importante qu'il y a finalement à la fin de l'année, c'est est-ce que, et ça, à mon avis, ça a un impact très important par rapport à la question du politique. Hein. Est-ce que vous avez, est-ce que finalement les gouvernements vont être ceux qui font le moins après avoir été entre 90 et 92? Ceux qui font le plus, nous avons ici au fond de la salle l'ambassadrice chargée du climat et dirigeait la délégation à Johannesburg. Hein? Si, tu faisais ça quand même. Bon. Donc, à Johannesburg. Bon, à Johannesburg encore, hein? On peut dire que même si c'est à Johannesburg que les collectivités locales ont commencé vraiment à se réveiller avec les entreprises, etc., les États étaient encore en avant. Ce n'était pas la négociation de climat à Johannesburg, hein, c'était la négociation globale du développement durable comme l'objectif 20 il y a 10 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, c'est les États finalement les plus frileux. Bon, à cause beaucoup d'ailleurs de la crise économique, hein, il faut bien dire que pour la dette pour le pays, il n'y a rien de pire que la dette.
en l'occurrence, dans la situation actuelle climatique où on est, c'est le fléau le plus extraordinaire. Hein. Je veux dire, on rabote là-dessus. Bon, donc voilà. Mais ça peut quand même. Je pense que si la société civile, nous tous, on développe un discours justement, est-ce que le politique et la figure de proue, normalement, va être le plus frileux, ça peut avoir un impact. Il faut le décliner de façon un peu maligne, mais ça peut avoir. Changement de modèle circulaire, etc. Alors ça, c'est le truc de la société civile aussi, si vous voulez. C'est-à-dire la société civile, en particulier toutes les organisations d'industriels, d'affaires, etc., elles disent que l'économie circulaire, c'est une solution très importante pour la décarbonation, etc., etc. Elles prennent des engagements. Et si vous voulez, alors, une autre chose, ça concerne aussi ce fameux changement de modèle. Alors, exactement comme vous avez la mélopée de l'optimisme ou de l'optimisme, vous avez la mélopée du changement de modèle. Bon. Et vous avez aussi, par exemple, ce discours qui, à mon avis, insupporte le Sud et qui est le discours préféré d'un de nos ministres, qui est pas celui des affaires étrangères, devinez qui est l'autre, c'est le changement climatique est une opportunité. J'ai jamais vu un truc. Le changement climatique n'est pas une opportunité. Le changement climatique est une catastrophe pour la planète, et particulièrement pour ceux sur qui ça va tomber dessus, c'est-à-dire les pays du Sud, et puis nous tous, je veux dire. Mais alors, c'est une opportunité de changer de modèle, de changer un modèle qui est effectivement dramatique pour les équilibres de la biosphère. Ça peut encore se comprendre. Mais dans un langage qui est un langage qui a aujourd'hui tout envahi, hein, c'est-à-dire un langage business quand même, de dire que le réchauffement climatique est une opportunité, voilà qui bloque complètement les pays du Sud. Vous comprenez ? Quand vous arrivez des Philippines, hein, quand vous venez de subir le typhon machin, ou quand vous arrivez de Tuvalu, pour prendre l'île mythique, etc., et qu'on vous raconte que le changement climatique est une opportunité, vous voyez, ça a tendance à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Il faut faire très attention à la conférence de Paris, le vocabulaire qu'on va apporter. Et moi, pour prendre cet exemple justement du Grand Palais qu'on anime, je dis à l'équipe qui est autour de nous, faisons très attention. Il y a les solutions, c'est bien de dire l'agenda des solutions, mais pas n'importe quelle solution et pas n'importe quelle solution à n'importe quel prix. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Il n'y a pas de solution miracle. Sans ça, on s'en serait rendu compte. Alors, la forêt. Il y a eu avant, c'est-à-dire à Varsovie, il y a eu presque un accord sur la forêt qui devait être entériné là, qui n'a pas été entériné et dont le Brésil est absent. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Bon. Voilà, donc c'est ça le problème. Et du coup, alors l'accord sur la forêt, c'est le mécanisme REDD. Hein. Le mécanisme REDD, pour l'instant, est beaucoup moins en avance qu'on n'aurait pu le croire à Lima. Ça, c'est une des grandes déceptions dont, effectivement, vous avez raison, je n'ai pas parlé. Votre question sur le protocole de Montréal, la réponse est assez simple. C'est beaucoup plus... Alors, c'est beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus facile de lutter contre les gaz qui endommagent l'ozone pour deux raisons. La première, c'est que vous aviez des substituts, je veux dire. C'est-à-dire que vous avez HCFC, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a pu remplacer les gaz les plus nocifs par les substituts. On s'aperçoit maintenant que ces substituts ne sont pas très bons non plus. Et on est en train d'aborder la seconde ou troisième ou quatrième, ça je me souviens pas parce que je connais plus ou moins par cœur cette négociation qu'à un moment donné, mais on est en train d'aborder la négociation sur le remplacement des substituts. Bon. Alors d'une part, c'était effectivement très dangereux, mais ça a bien fonctionné parce qu'il y avait un substitut, et deuxièmement, je veux dire, toute notre économie mondiale n'est pas fondée sur ces gaz-là. Je veux dire, elle s'en est beaucoup servie, effectivement. Mais toute l'économie, et particulièrement tout le développement énergétique de la planète, n'était pas fondé sur ces gaz-là. Donc c'était plus facile. J'ai répondu à tout. Je me suis fait une question sur le mal-être ou la mauvaise relation
l'idée de l'adaptation, en tout cas pourquoi ils sont aussi frileux Alors, si, à ce sujet. si, il y a une raison diplomatique, c'est-à-dire que les pays du Sud s'arc-boutent sur ce que je vous ai rappelé, les responsabilités différenciées, hein, elles s'arc-boutent là-dessus pour dire qu'elles n'ont pas tellement d'efforts à faire. Mais elles demandent en revanche des subsides et d'être aidées pour l'adaptation. Bon. Si on leur lâche l'adaptation, si vous voulez, elles auront tout, mais elles ne seront pas obligées de faire des efforts pour diminuer les émissions. Or, excusez-moi, le problème, c'est que vous avez des pays, d'abord les pays du Sud, le fameux groupe des 77, ça ne veut plus rien dire, puisque vous avez des pays émergents maintenant. Mais les pays émergents, quand il s'agit évidemment de faire des efforts, ils se retrouvent, ils se cachent, si j'ose dire, derrière les PMA, les pays moins avancés, les pays pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on en sort peu à peu, mais ça, c'est très difficile. Donc, si on met la négociation sur l'adaptation au centre, d'une part, c'est vrai que, j'allais dire, mondialo-psychiquement, on renonce aux 2 degrés, d'accord? Puisqu'on s'adapte. Donc, c'est-à-dire qu'on s'adapte, on s'adapte aux 2 degrés et à plus. Et d'autre part, on les exonère finalement de l'effort qu'ils doivent de toute façon de plus en plus faire, puisque tous les pays se développent et que même, moi j'ai fait la stratégie nationale du développement durable du Maroc, un pays, les projections d'un pays qui se développe, c'est qu'il va évidemment émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant moi je suis contente que l'adaptation soit traitée de manière plus forte, autant effectivement il faut surtout qu'elle soit bien équilibrée avec la réduction des émissions qui est quand même le cœur du problème. D'accord. Peut-être une dernière question. Oui. Allez-y, monsieur. Okay. Bonjour, Caroline Durand-Gasselin, Fondation Jean Jaurès. J'ai 2 questions rapides. La première, c'est que vous avez dit que le groupe africain s'était senti frustré, avait adopté une position un peu dure. Je voulais savoir quelle elle était concrètement, et aussi comment l'Afrique du Sud se mettait dans le groupe africain, puisque maintenant elle négocie aussi avec les basiques. Donc voilà, quelles étaient les relations entre les deux. Et la deuxième, c'est vu que le secrétariat de la CNUC doit donc compiler les contributions des pays en novembre, est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce que c'est les stratégies de la France en tout cas, que chaque pays relève un peu son ambition pour essayer de combler un petit peu ce gap, ou est-ce que c'est complètement illusoire de penser ça? Je veux dire, entre novembre et décembre. Alors, En dernier tour, monsieur, vous avez une question? Oui, j'ai un commentaire sur la remarque que tu as faite concernant le GIEC. Il y a quelques semaines, nous avons eu un amphi par quelqu'un qui ne connaît rien au climat et qui a analysé les textes du GIEC du point de vue du risque, de l'incertitude, de la façon d'utiliser les statistiques, etc. Et au bout d'1 heure, il a démontré que le GIEC faisait des conclusions exagérément prudentes. J'en ai rediscuté avec des collègues climatologues et ils sont d'accord. Ils pensent que le GIEC, il est délibérément prudent. Il l'est délibérément. Moi, je comprends. Je ferai pareil. Quand je dois faire un rapport tous les 5 ans, j'ai envie d'en garder un petit peu sous le pied et j'ai envie d'être respectable. Maintenant, tu vas voir le président du GIEC, il ne le dira peut-être pas. Mais si on trouve le moyen de demander à une demi-douzaine de personnes qui sont des spécialistes du risque, justement, non pas du climat, et on leur demande de décortiquer les textes du GIEC, peut-être qu'ils pourront faire ça. Après tout, nous avons eu pendant plus d'une décennie des emmerdements pas possibles avec des climato-sceptiques qui disaient qu'il n'y avait pas de quoi s'en faire. Pourquoi ne pas prendre le problème de l'autre côté et trouver des gens qui sont des vrais scientifiques et qui disent c'est encore pire que ce que le GIEC nous annonce. Parce que je crois que c'est vrai que le GIEC n'est pas assez alarmiste. J'ai un deuxième point, ça serait peut-être le moment de mettre en avant au moins autant la montée des eaux océaniques plutôt que le réchauffement. D'accord.
La réponse est non. Bonjour, bonsoir plutôt. Ça rejoindrait un peu le commentaire de monsieur. Je voulais savoir si, à côté des rapports scientifiques que fournissent donc, les scientifiques qui apparemment se montrent aussi frileux, est-ce qu'il n'y aurait pas des mécanismes plus adaptés pour faire une sorte de pont entre la recherche scientifique et les politiques pour que les politiques ne se retrouvent pas juste soit paniqués face à ces rapports, à ces papiers qui ne transmettent pas forcément tous les messages, enfin la réalité de la situation, que ce soit dans le climat ou dans d'autres problèmes environnementaux que l'humanité fera face d'ici peu. Et est-ce que vous proposeriez d'autres mécanismes en fait qui seraient peut-être plus efficaces ou plus directs afin de faciliter la coopération entre ces deux milieux? Voilà. Alors, sur l'Afrique, c'est assez simple. L'Afrique est avant tout furieuse. Il n'est strictement rien sur le fond vert après 2020. Voilà. C'est quand même le plus gros problème. Deuxièmement, l'Afrique du Sud, vous avez tout à fait raison qu'elle fait partie de basique. Simplement, quand en plénière, cette discussion était à Lima très plénière en fait. Hein. Donc finalement, elle était très peu par groupe. Et l'Afrique du Sud, elle est peut-être basique, elle est très contente de faire partie des pays émergents pour certaines questions, mais quand elle est aussi contente de faire partie du groupe africain pour d'autres. Hein. Ça c'est l'immense... la Chine, c'est pareil, hein, je veux dire. C'est l'immense problème de l'ex-groupe de 77 qui dure encore. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, la négociation avec... ce groupe historique des 77 ne correspond plus à rien. A éclaté en d'autres groupes, mais dure encore. Donc ça ne facilite pas les choses, ça c'est clair. D'autre part, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir des solidarités continentales, je veux dire, de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit ah oui, alors sur le côté, si on rajoute un peu de poivre et sel pour augmenter les contributions, c'est bien ce qu'on va devoir faire, je veux dire, entre novembre et décembre. À partir du moment où vous avez toutes les contributions, normalement, qui sont analysées par le secrétariat, bon, alors, il faut quand même, c'est au plus tard le 1er novembre. Enfin, n'oubliez pas que, normalement, elles doivent être remises, ces contributions, le 31 mai. Et pour ceux qui peuvent, le 31 mars. Bon. Donc, le 31 mai, entre mai et novembre, on aura quand même une idée des choses, un peu plus précise. Mais il est évident qu'à ce moment-là, il faudra mettre des mécanismes supplémentaires pour arriver à quelque chose d'à peu près potable. Alors, les mécanismes supplémentaires, ça devient assez étroit parce que vous avez une montée contre les marchés d'émissions. Moi, je trouve ça stupide, mais vous avez vraiment une montée contre les marchés d'émissions, mais en même temps, vous avez, alors vous me direz les marchés d'émissions, comment voulez-vous faire des marchés d'échange d'émissions sans avoir prix du carbone? Et comment voulez-vous faire du prix du carbone si ce n'est pas dans la négociation à un moment donné? Bon. Étant donné que la taxation mondiale, qui était quand même un des gros sujets entre 92 et 2002, maintenant c'est filoche. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est effectivement un vrai problème et on ne sait pas tellement en fait, si vous voulez, comment on va faire. Je veux dire, ça vous avez touché le sujet très important. Alors sur la question de Philippe Altefeld, parfaitement ces problèmes-là pour diriger un laboratoire pendant très longtemps. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi. Je trouve que ce qui est très prudent, c'est de résumer aux décideurs. Tu sais mieux que moi que à chaque fois que le GIEC affirme quelque chose, il met différentes probabilités dans ces affirmations. C'est-à-dire qu'il met, je crois qu'il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a 5 ou 6, il y a extrêmement
faut une compilation très intéressante à faire sur ce que donne le tout à très probable. Vous voyez ce que je veux dire, ou ce genre de choses. Moi, je pense que le GIEC, les scientifiques du GIEC disent à peu près tout. Et n'oubliez quand même pas que leur scénario, alors ils ne vont pas jusqu'à ton plus 6 degrés, mais enfin vous savez, ils sont plus 6 degrés après, Non, mais le scénario plus 4, plus 6 degrés, c'est pas du tout un scénario marginal aujourd'hui. La Royal Society. Mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est. Mais on est d'accord. 4-6, c'est un scénario. Et toi, tu as dit plus de 6. D'accord. Non, ça peut être, oui, parce que ça peut dériver encore plus. Mais on est bien d'accord ensemble que plus de 6, on va dire qu'on est dans autre chose. Bon. À 4 déjà, on est dans autre chose. À 4, on est déjà. C'est d'ailleurs la Royal Society qui dit à 4, plus 4, c'est un changement de civilisation totale. Absolument. Alors, ce qu'il y a de vrai, si vous voulez, dans cette affaire-là, c'est que vous avez. Enfin, comment dire. Moi, je pense qu'il y a tout dans le GIEC, mais qu'on ne le lit pas assez. On ne lit pas, finalement, le GIEC. On lit les résumés, etc., etc. Et on lit surtout les politiques, le résumé pour les décideurs. Et là, c'est vrai, le résumé pour les décideurs, il est très prudent. Il est très prudent pour plusieurs raisons. La plus grande raison est que c'est toute l'œuvre de Jean-Pierre Dupuy. À partir du moment où vous dites aux gens que c'est catastrophique, vous avez une espèce de paralysie devant la catastrophe qui fait que la paralysie entraîne l'inaction. Bon, je termine, d'accord. Et que le GIEC a peur de ça. Je suis désolée, le GIEC a peur de ça. Je vous ai dit le truc de dit, les Français le disent, Watson le dit, etc., etc. Donc, je veux dire, bon. Mais si vous lisez attentivement la déclaration de, moi j'ai pas en mémoire, le président du GIEC, la déclaration, la première déclaration quand il a ouvert la conférence, elle est extrêmement alarmiste. Ce que je reproche au GIEC, moi, c'est pas tellement, comment vous dire, c'est pas tellement ce que dit Philippe Weltefeld, mais je suis très prudente parce que c'est un vrai scientifique et pas moi. Mais ce que je reproche au GIEC, c'est de ne pas scander, ce que j'ai dit, scander la négociation quand elle s'enlise, d'avertissement un peu fort, si vous voulez. Ils font partie, par exemple, prenez la délégation française, ils font partie de la délégation française. J'ai entendu ce matin à la radio Jouzel qui disait c'est vraiment insuffisant par rapport aux enjeux, mais ils devraient gueuler, si j'ose dire. Voilà, vous voyez, voilà. Et ils ne font pas assez, et ça, il y a un rôle de la communauté scientifique qui reste effectivement, je trouve, à développer. Voilà. Parce qu'il y a une raison de ça, c'est un groupe intergouvernemental, ce sont des scientifiques, pas du tout des mauvais scientifiques, très bons scientifiques, mais ils sont intergouvernementaux, c'est dans le titre même. C'est un groupe, un panel inter. D'accord, enfin, c'est des gouvernementaux, on dirait la même chose. Les gouvernements pèsent, absolument, les gouvernements pèsent pour, disons, on va s'arrêter là-dessus parce que le but n'est pas que ça devienne un dialogue non plus. Le dialogue se poursuit à l'issue de la conférence. Je vous remercie tous en tout cas d'être venus aussi nombreux et d'y avoir assisté.